Alors, ah oui, une petite précision, on va, enregistrer, la vidéo d'aujourd'hui pour, la retransmettre plus tard, à ceux qui pouvaient pas être présents ou si vous voulez la revoir. Donc, si jamais, ça vous pose problème, vous pouvez, retirer votre caméra ou votre nom, voilà, c'est juste pour information si vous souhaitez pas apparaître, dans l'enregistrement, Donc, on va commencer. J'espère que vous voyez tous et toutes mon écran. Donc pour cette vidéo info de cybersécurité, cybermalveillance du 16 octobre, organisée donc, par, le Hub pour l'inclusion numérique NUMI. Donc moi, je suis Amandine pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis chargée d'animation territoriale, pour, le Hub pour l'inclusion numérique. Si vous avez des questions, sur le Hub, vous pouvez, tout à fait, m'envoyer un mail, si besoin. On remettra la présentation sur, la base et on vous renverra aussi cette présentation, après la fin de la visio. Et puis, du coup, je mettrai bien mes coordonnées, si besoin. Donc alors, la cybermalveillance, des menaces nouvelles et invisibles. J'aimerais bien commencer par vous montrer une petite vidéo d'introduction, que je trouve assez intéressante. Donc j'ai moi-même essayé de bien, comprendre ce domaine et ce sujet, cette thématique, bien que je ne sois pas encore experte, de la cybermalveillance et de la cybersécurité. Je me suis intéressée en fait au MOOC, de l'ANSSI, qui je trouve est bien fait pour ce que j'en ai vu. Et il y a une première vidéo d'introduction, que je souhaiterais vous montrer avant que l'on commence. Donc je vais repasser mon écran sur cette vidéo, à vous montrer à tous. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de cette vidéo. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Une des grandes missions de l'ANSSI est de sensibiliser le grand public aux enjeux majeurs de la cybersécurité. Pour commencer ce premier module, nous vous proposons de faire un panorama des menaces pour prendre conscience des risques liés à l'utilisation des outils informatiques. Vous le savez certainement, la démocratisation d'Internet a vu un bouleversement de la composition des usages et des systèmes d'information. Mais savez-vous ce qu'est un système d'information? Un système d'information est un mot très générique désignant tout ce qui sert à faire transiter de l'information. Pour comprendre ce qu'est un système d'information et son évolution technologique, faisons un petit bond dans le passé. L'informatique grand public s'est largement développée dans les années 80, générant des gains de productivité sans commune mesure. À cette époque, les unités centrales d'IBM devenaient déjà incontournables pour les entreprises. Pourtant, la saisie, le traitement et la distribution des données ne se faisaient qu'entre ordinateurs, et il était alors nécessaire de déplacer manuellement les informations d'un système à un autre. Et ceci au moyen de bandes ou de disques. Pour prospérer rapidement, les entreprises avaient besoin d'une connectivité nouvelle génération. En 1996, un système d'information ressemblait alors à cela. Un ensemble de terminaux plus ou moins raccordés, des Minitel et des fax. Internet existait déjà, mais il était rarement accessible sur les postes de travail de collaborateurs dans les entreprises. Il était plutôt réservé à certaines entreprises ou universités privilégiées. À mesure que le grand public s'équipait de PC, les réseaux de données se développaient et les ordinateurs passaient du boîtier autonome à celui de systèmes connectés. Dans les années 90, les sociétés de télécommunications mirent en place de nouvelles lignes réseau faisant plusieurs fois le tour du monde. Les réseaux devinrent alors des autoroutes mondiales pour le transport des informations. Avec plus de personnes, d'entreprises et d'informations connectées les unes aux autres grâce au réseau, la voie est désormais toute tracée pour la plus grande des transformations, l'Internet. On pouvait alors accéder à des données se trouvant à l'extérieur de son PC ou sur un réseau, ce qui a permis de rapprocher les entreprises les unes des autres. En 30 ans, les choses ont beaucoup évolué et se sont légèrement compliquées. Plus récemment, ce sont les objets du quotidien qui sont à leur tour devenus des objets connectés.
les voitures et les avions et d'autres objets du quotidien comme des montres, frigos, fours, cafetières, vidéosurveillance et même grille-pain. Aujourd'hui, notre mode de vie ultra connecté ne peut se passer des objets connectés au sens large. Et comme une connexion à un réseau rend possible une intrusion, tous ces éléments sont susceptibles de subir une attaque qui, si elle réussit, permettra une intrusion sur le système d'information où ils sont reliés. Le fait de multiplier l'interconnexion de notre matériel augmente d'autant la surface d'attaque pour ceux qui voudraient en profiter, nous rendant ainsi beaucoup plus vulnérables. Pour autant, il est possible de se protéger en suivant quelques règles que vous pourrez découvrir tout au long de ce parcours de formation. Donc voilà pour cette courte vidéo. Ce que je trouvais intéressant de commencer par cette vidéo, c'était que vraiment le comment le est-ce que vous voyez bien ma présentation? Ce que je Oui, normalement c'est bon. Donc du coup, ce que je trouvais intéressant dans cette petite vidéo d'introduction, c'est que voilà, la société et les technologies évoluent, et que du coup, ça nous fait voilà, on est face maintenant à des menaces qui peuvent être complètement invisibles finalement. Et on doit apprendre à mieux les appréhender, les comprendre pour vous, vu que vous êtes des professionnels qui accompagnent des publics éloignés du numérique, pour que vous puissiez les appréhender, mieux les comprendre, vous en saisir pour accompagner ces publics-là. Donc, j'ai remis donc dans la présentation, le PowerPoint, le lien du coup de ce MOOC, si vous souhaitez le faire après. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà fait. Donc voilà, vous pouvez y accéder et vous inscrire, c'est gratuit et c'est assez intéressant. Donc on va continuer cette présentation. Non. Je vais y arriver. Voilà, donc en fait, la grande question, qui va occuper notre heure de visio, enfin la grande question, c'est et ce qui est aussi remonté, beaucoup dans les questions que vous posiez, sur le formulaire d'inscription, c'est comment protéger, accompagner les publics accompagnés sans les effrayer, puisque ce sont des personnes qui sont éloignées du numérique en général. Et qui du coup, ne saisissent pas tout, ne comprennent pas tout ce qui se passe, autour du numérique et donc ce qui fait que c'est encore peut-être plus difficile d'accompagner ces personnes-là, sans les effrayer. Donc on va, accueillir, les intervenants, de ce matin, heu et procéder en 2 grands temps, parce que là j'ai mis en 3, mais c'est plus une diapo informative, à la fin. Avec, du coup, dans une première partie, que faire quand vous êtes, victime, vous ou les personnes que vous accompagnez, victimes d'une attaque? Et donc on va accueillir, Christophe Jourdain, qui est donc, professionnel prestataire référencé, sur cybermalveillance.gouv, qui va nous présenter, rapidement ce dispositif. Donc qui est, professionnel, qui est, chez Papermotion. Donc, il va pouvoir, vous présenter ça. Je vous présenterai aussi très rapidement le campus Normandie Cyber. Donc ça, ce sera le premier temps de cette visio. Donc que faire en cas d'attaque? Et ensuite, on reviendra, à la base, on va dire, quels sont les risques, les conséquences et comment prévenir, ces risques. Et ce sera Belkacem El-Krissi, qui est conseiller et formateur, système réseau sécurité informatique, qui pourra nous présenter, tout ça. Donc, Christophe, je te laisse, reprendre, la parole, sur cette partie et nous présenter, cybermalveillance, si, tu Oui. es d'accord. Bonjour à tous, merci Amandine du coup de cette invitation et donc de me laisser l'occasion de présenter un petit peu dans les grandes lignes la plateforme cybermalveillance.gouv.fr pour laquelle je suis prestataire référencé sur cette plateforme et plateforme que tout Français devrait connaître puisque c'est pour moi une des portes d'entrée, une des premières portes d'entrée que toutes les victimes de cybermalveillance diverses et variées devraient prendre.
cette plateforme a plusieurs missions et s'adresse à plusieurs publics, tout type de public, que ce soit des entreprises privées, des collectivités territoriales, des administrations, des associations. Mais la plateforme s'adresse aussi aux particuliers, puisque dans les missions de la plateforme, en fait, on va avoir une première mission d'information et de prévention des différents risques numériques. Donc effectivement, en tant que prestataire référencé sur cette plateforme, une de mes premières missions va être d'assister notamment les victimes quand elles sont victimes d'actes de cybermalveillance. Alors à ce niveau-là, je n'interviens pas forcément, puisque les victimes peuvent déjà faire un premier niveau de diagnostic directement sur le site internet de la plateforme. Il y a des questionnaires quand on est victime qui permettent aux victimes et aux professionnels de très facilement cibler la menace à travers ce diagnostic en ligne. Et ça permet déjà d'avoir un premier niveau de conseils, puisque suite à ce diagnostic, si on est relativement autonome ou si l'usager est en mesure d'appliquer les conseils qui lui sont donnés, la personne va pouvoir prendre les mesures nécessaires pour essayer de retrouver un accès sécurisé à ces outils, à ces usages numériques. Et enfin, dans les missions du coup d'assistance des victimes, si la victime n'est pas en mesure de résoudre elle-même sa problématique de sécurité ou de cybermalveillance, la plateforme va permettre une mise en relation avec des prestataires, des professionnels du monde du numérique, des prestataires référencés qui vont aider justement, porter assistance à la victime pour qu'elle puisse retrouver un usage sécurisé. Donc ça, c'est la première mission, en gros, d'assister les victimes d'actes de cybermalveillance en faisant de la mise en relation, en leur donnant de l'information. Amandine, oui, merci. Du coup, la deuxième mission pour les prestataires référencés sur la plateforme cybermalveillance, des missions que je fais au quotidien, ça va être de sensibiliser les différents publics sur la sécurité informatique. Donc là, ça va être plutôt le volet préventif, donc avant la malveillance, avant le problème de sécurité. Et là, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr est également une très bonne ressource dans la mesure où on peut retrouver sur cette plateforme de très nombreuses fiches conseils très bien détaillées avec des petits tips, des illustrations de mesures d'hygiène numérique, des mesures de sécurité numérique efficaces à mettre en place et simples. Alors, tout dépend du point de vue que l'on prend, mais des mesures sur lesquelles on peut intervenir relativement facilement, ou pour les personnes qui sont en difficulté numérique, des mesures sur lesquelles les personnes peuvent se faire accompagner par des médiateurs numériques éventuellement pour augmenter leur pratique de sécurité numérique. Dans ces missions d'information, le dispositif cybermalveillance.gouv.fr propose aussi de vous inscrire par exemple à des newsletters pour être informé sur les derniers types de menaces, les derniers types d'arnaques ou d'attaques qui sévissent, puisqu'une personne informée, c'est forcément une personne qui saura plus facilement se prémunir. Donc, je vois qu'on est presque une petite cinquantaine là pour cette visioconférence. Pourquoi pas tous et tous s'inscrire à la newsletter en vous rendant sur cybermalveillance.gouv.fr. Ça permettrait collectivement à toutes et à tous de se tenir informés sur les derniers types de menaces. Ça pourrait notamment peut-être en faire rire certains, mais je crois que depuis cet été, il y a eu des arnaques aux tueurs à gages.
qui circulent. Donc, c'est toujours intéressant de se tenir informé sur les différents types de menaces, parce que dans les publics que l'on rencontre, même quel que soit le niveau, que ce soit des particuliers, des TPE, des PME, des personnes peuvent être voilà, inquiétées par ce genre de menaces et ne pas forcément savoir comment réagir. Et puis, donc la cybermalveillance.gouv.fr, c'est aussi des actions plutôt nationales, et notamment en ce moment, on va être sur, voilà, sur le cybermois. Troisième mission, quand on est prestataire cybermalveillance.gouv.fr, comme je le suis, on a une mission aussi de contribuer à la lutte contre les cybermalveillances. Et cette contribution, du coup, consiste à assister directement sur place, sur le terrain, les victimes. Et quand on est en intervention, on récolte autant que faire se peut les preuves des attaques pour essayer de documenter les menaces pour alimenter, si possible, et aider aux enquêtes et au démantèlement de réseaux. Donc ça, c'est la mission de contribution à la lutte, hein, effectivement. Et on est aussi en veille par rapport aux différents types de menaces qui pourraient arriver, ou de nouvelles formes de menaces. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on intervient chez une victime, un compte-rendu circonstancié est toujours fait et remonté à la plateforme pour justement documenter les types d'incidents sur lesquels on intervient. Donc voilà cette troisième mission que l'on peut avoir en tant que prestataire référencé. Donc pour la médiation numérique, en tant qu'ancien conseiller numérique France Service, j'ajouterais que cybermalveillance.gouv.fr, ça a été en tout cas, et c'est toujours, une mine de ressources pour rassurer les victimes que l'on peut être amené à rencontrer. Donc c'est un premier niveau d'information pour les rassurer, leur expliquer un petit peu ce qui leur arrive, pourquoi ça leur arrive à elles, alors que ce sont peut-être des particuliers, ce ne sont pas forcément des grandes institutions, des grandes entreprises. Et ça permet dans un premier temps aussi de les conseiller, puisque sur la plateforme, en fonction du diagnostic qui est fait, vous pouvez tout de suite avoir un premier niveau de conseil. Ça peut permettre de donner ces informations à la victime, et elle peut ensuite repartir avec ces informations et les appliquer si elle est autonome. Ensuite, si cette victime n'est pas autonome, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces recommandations pour pouvoir accompagner éventuellement, vous, à votre niveau, la victime pour rétablir l'usage sécurisé de ces pratiques et remettre un état de sécurité acceptable sur les appareils de la victime. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si les choses sortent de votre champ de compétences, ou si il y a besoin, il y a toujours cette possibilité de mise en relation avec un prestataire référencé sur la plateforme pour aller plus loin s'il y a besoin en fonction du type de problématique. Voilà, donc, et puis un dernier petit mot sur le Cybermois, qui est un événement national du coup, qui se déroule chaque année au mois d'octobre, qui a débuté donc le 2 octobre et qui se terminera le 31, et qui est un événement voilà, à saisir pour sensibiliser la population tout au long du mois d'octobre sur le sujet donc de la cybersécurité. Sachant que cette année, en France, c'est donc il y a une thématique spécifique qui a été retenue pour le Cybermois, qui va être du coup l'ingénierie sociale, puisqu'on a une démultiplication des fraudes par ingénierie sociale, qui font plus appel à des techniques de manipulation psychologique, d'utilisation de la confiance des victimes,
évidemment pour leur soutirer de l'argent et des informations personnelles. Et donc, c'est la thématique aujourd'hui, enfin, cette année, pour l'événement du Cybermois. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Et donc, vous avez mon contact qui pourra éventuellement vous être transmis par Amandine au besoin. Et de toute façon, je suis aussi référencé sur la plateforme Cybermalveillance, donc vous pouvez retrouver mes coordonnées sur l'annuaire. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation. Si vous avez des questions pour l'instant, je vous invite à soit les garder à côté, soit les inscrire dans le chat. Je rappelle que si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions ou de faire le temps d'échange à la fin, nous on les note bien et on fera tout pour y répondre. Et après, vous renvoyez voilà, une réponse sur un document un peu synthétique à la fin de cette visio. Si je peux me permettre, Amandine, je voyais dans Oui, le bien chat sûr. remarque de Séverine Oui, qui faisait allusion au cyberquiz en ce moment. oui. Cyberquiz famille, qui est effectivement une initiative aussi à l'occasion du Cybermois. Donc, Oui. si vous rencontrez des publics familiaux, n'hésitez pas à en parler effectivement autour de vous. Merci pour cette précision. C'est vrai que je le rajouterai aussi à la fin dans la fiche ressources pour que ça puisse retrouver tout ça plus facilement. Donc, je voulais juste faire un petit mot sur les actions régionales. Donc là, on descend d'un cran, on a vu le dispositif national. Je voudrais faire un petit mot sur voilà, Normandie Cyber. Alors, je pourrais pas vous en parler très très longtemps dans la mesure où la personne qui devait présenter ne pouvait pas être là ce matin. Mais je vais juste en une phrase et une slide, donc voilà, vous faire savoir que donc, la région Normandie a une feuille de route de cours régionale donc, et se penche sur cette question de cybersécurité avec un campus Normandie Cyber qui comprend donc un centre de ressources, une plateforme d'innovation et d'expérimentation, un observatoire avec de la veille, une labellisation des acteurs et également un centre d'urgence cyber. Donc ça, c'est plutôt pour les entités de petite et moyenne taille. Je pense que cette initiative, elle a peut-être moins vocation à s'adresser à des particuliers, mais pour vos structures, les structures dans lesquelles vous travaillez, que ce soit collectivité ou structure privée, je pense que ça peut être intéressant. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la région Normandie ou à nous faire passer un mail pour qu'on puisse vous donner davantage d'informations. En tout cas, sachez que ça existe et que voilà, la région Normandie fait des actions en ce sens. On va passer donc à notre deuxième grande partie, et là je vais passer la parole à Belkacem, qui, donc, comme je disais tout à l'heure, est conseiller et formateur système réseau et sécurité informatique, qui va pouvoir nous parler donc vraiment des menaces cyber qui existent, les conséquences qu'elles peuvent avoir, enfin, les risques, les conséquences et comment prévenir toutes ces menaces et ces problèmes d'arrivée. Donc, merci à Christophe déjà pour son intervention et puis je laisse la parole à Belkacem. Merci Amandine. Donc moi je vais vous parler de l'envers un peu du décor et quelles sont les menaces cyber et pourquoi aussi les gens se font attaquer, et ça va aussi faire écho au message de Christophe. Bon, pourquoi aujourd'hui Monsieur Tout le monde se fait attaquer? Qu'on soit une entreprise, une TPE, une PME ou n'importe quel type d'entreprise ou une collectivité, le but d'une attaque, c'est quand même pour l'attaquant d'avoir un gain. Donc généralement, le gain est financier, mais pas que. Là, sur les attaques qu'on a vues, sur cette dernière année, on a eu beaucoup d'usurpation d'identité. Donc personne, surtout le public que vous accompagnez, ce sont des personnes fragiles pour certains d'entre eux, qui donc sont vulnérables enfin, vulnérables. Soit c'est numérique ou qu'elles font derrière. Généralement, c'est ça. Beaucoup d'attaques que j'ai vues ces derniers temps,
parce que dans le cadre de mon travail, j'interviens aussi dans le sein des entreprises et je vois les attaques et ça me permet de les analyser, de travailler et de voir un peu comment tout ça se passe. Le premier point que je vois de plus en plus dangereux pour Monsieur Tout le monde, c'est vraiment l'usurpation d'identité. Alors pourquoi usurper l'identité de Monsieur un tel ou de Madame un tel? C'est enfin, j'ai vu ce cas de figure et qui a malheureusement fait l'actualité il y a quelques années de ça, mais c'est pour contracter des crédits et acheter des armes. Donc l'attaquant ou le terroriste, pour le coup, a acheté des armes en faisant un crédit, en usurpant l'identité d'un individu, et il avait récupéré toutes ces informations via des attaques informatiques. Alors, il ne les a pas commis directement, il les a rachetées, puisque en fait, vos identités sont revendables. Enfin, quand je dis vos identités, c'est ceux qui ont été attaqués, sont revendables, en fait, ce qu'on appelle le dark web, donc la face cachée d'Internet. Et donc, on peut retrouver des cartes d'identité des uns et des autres, on peut retrouver les numéros de téléphone, on peut retrouver un certain nombre de choses qui nous permettent de faire un crédit chez Cofidis sans aucun problème et le faire supporter par monsieur et madame tout le monde. Donc ça, c'est une des raisons, en fait, pourquoi on attaque une personne. Et en fait, on va s'apercevoir que tout ça, en fait, on peut un peu y pallier, on peut un peu se défendre face à ça. Est-ce que, Amandine, tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît? Hop là. Ouais. Donc, c'est ça, le vol d'identité, on est là-dessus. Les personnes donc, pour qui on a usurpé l'identité, il faut pas comprendre, et ça peut être nous, ça peut être n'importe qui, ça peut être des personnes qui ont la connaissance informatique beaucoup plus poussée que vous, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'interviens dans les entreprises et j'ai déjà vu des responsables informatiques qui ont une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine se faire avoir. Donc c'est pas une exclusivité pour les personnes qui s'y connaissent pas, mais c'est vraiment tout le monde peut se faire avoir. Et notamment aujourd'hui, on a de plus en plus c'est un autre sujet, mais d'intelligence artificielle qui est utilisée pour faire des attaques. Donc maintenant, faire croire à une personne de oh bah s'il y a un problème de syntaxe dans la phrase, tu feras gaffe, c'est que c'est peut-être une attaque. Ou s'il n'y a pas le S de HTTPS, eh ben c'est pas sécurisé. Ou des choses comme ça. Tous ces petits automatismes qu'on avait, en fait, il faut les garder. Mais par contre, c'est plus vrai, puisqu'en fait, l'intelligence artificielle arrive à usurper tout à fait les choses. Euh, donc, encore, comment s'en prémunir, si vous voulez, de ces attaques? Eh ben, en fait, il y a des choses de base à faire, mais j'ai envie de dire, ce sont des éléments de base qu'on fait pour notre sécurité, on va dire notre sécurité, notre intégrité physique, dans le sens où en fait, la délinquance a juste changé d'outil. La délinquance d'antan, donc là, on n'utilisait pas les outils, donc on allait directement chez les gens, on leur vendait, on faisait croire qu'on vendait des encyclopédies, ça nous permettait d'avoir un œil dans la maison pour voir s'il y avait des choses à voler, et puis d'y retourner, de faire le guet, etc., et attendre le bon moment pour pouvoir commettre son vol. La sécurité informatique, en fait, au niveau de l'informatique, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 80 jours. Un attaquant reste 80 jours dans le système d'information avant de voler tout ce qu'il a à voler. Donc, les gens font de la recherche d'informations, font de la collecte d'informations au sein de vos entreprises, au sein de vos collectivités ou autres. Donc, la première chose ici, c'est déjà, je ne donne pas mes identifiants à tout le monde. De toute façon, les identifiants, ça se donne à personne. Et je sais que dans le cadre de votre travail, vous êtes amené à demander les mots de passe des uns et des autres. C'est quelque chose qui peut être, donc vous êtes des personnes de confiance, mais je me pourrais très bien demain me pointer chez un papy ou une mamie dans ma ville, avoir mis le logo
des animateurs numériques sur ma veste, même faire floquer un petit badge avec mon identité que j'aurais volé, et puis me rentrer chez les papiers et mamies, puis leur dire, ah, bah, je suis là pour si vous avez des problèmes informatiques. Il y en a bien un dans toute la ville qui va avoir un problème informatique et qui va me laisser rentrer et qui va pouvoir me permettre de faire de l'usurpation. Donc ça, typiquement, ce genre d'attaques, elles sont faites régulièrement. C'est ce que Christophe parlait tout à l'heure de ingénierie sociale. Ça, on est typiquement sur une attaque d'ingénierie sociale. Et c'est là que ça devient problématique, c'est que contrairement à un petit peu ce qu'on peut croire en fait de manière générale, l'attaquant, c'est pas la personne derrière sa capuche avec son sweat au fin fond d'une cave, c'est vraiment quelqu'un de très 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 sociable à qui on va attribuer sa confiance très rapidement, et ça sera en fait le premier pas, en fait, cette confiance-là, ça sera votre premier pas vers, vers le méfait causé. Donc c'est vous qui allez donner, et c'est ça que c'est un peu dangereux, c'est vous qui allez donner les clés de votre attaque. Donc, les mots de passe, on l'a dit, il faut faire très attention aux mots de passe, ne jamais utiliser le même mot de passe deux fois. Je sais que c'est un peu embêtant, mais il y a des dispositifs, l'ANSSI, on parlait tout à l'heure de l'ANSSI, propose en fait d'utiliser ce qu'on appelle des outils d'enregistrement de mots de passe, mais qui sont sécurisés. On appelle ça des porte-clés de mots de passe. Celui qui est plus connu aujourd'hui, c'est KeePass, mais il y a d'autres, il y a Bitwarden, il y a d'autres outils. On pourra en parler plus longuement par la suite. Mais la première chose vraiment à faire, c'est de demander aux personnes que vous suivez, à vos bénéficiaires, à vos apprenants, de vraiment avoir des mots de passe qui soient complexes, à la fois complexes et à la fois je veux dire, et jamais les donner. C'est surtout ça le problème. Et généralement, quand on donne un mot de passe, vous savez, quand on donne un mot de passe, de toute façon, c'est la première vulnérabilité. Et d'ailleurs, je vois bien hein, dans 80% des attaques que je constate autour de moi, c'est dû à un mot de passe qui a été donné, ou un mot de passe qui a été volé, ou un mot de passe qui a été. Généralement, c'est dû au mot de passe, et c'est souvent, bien trop souvent le cas. Euh, En fait, il faut prendre le réflexe, une clé. Votre clé de chez vous, vous ne la donnez pas à des gens. Alors, pourquoi vous donnerez vos mots de passe? Et souvent, dans votre vie numérique, vous indiquez, enfin, il y a beaucoup trop de choses dans vos vies numériques. Alors, il faut faire le nettoyage, etc. Mais on fera jamais tout nettoyer, c'est pas possible. Donc voilà. Moi, je vais, enfin, les mots de passe, c'est la première chose. Ensuite, on a d'autres éléments, mais rentrer en détail sur tout serait beaucoup trop long aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là, Amandine, si tu veux bien. Et si vous avez des questions, je vais y répondre par la suite. Merci Belkacem. On va aller voir tout de suite s'il y a des questions dans le chat parce que je pense qu'il doit y en avoir. Et du coup, ces questions amèneront certainement d'autres bonnes pratiques, voilà, d'autres choses à ajouter donc, par rapport au mot de passe. Donc, je vais aller voir tout de suite dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, qui souhaitent lever la main pour poser des questions directement? On peut faire comme ça, ce sera plus sympa. Sophia, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. C'était pour savoir, enfin j'ai posé la question dans le chat directement, mais j'ai pris connaissance d'un outil qui s'appelle Have I Been Pwned pour savoir s'il y a eu des fuites sur un quelconque compte relié à une adresse mail en fait. Est-ce que c'est un bon outil pour sensibiliser les personnes ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait peur directement? Je me permets, l'outil dont tu parles, je me permets de te tutoyer, je le connais. C'est un outil qui est efficace, mais il faut bien dire aux gens de changer leur mot de passe une fois que en fait, c'est un outil qui nous permet de voir si notre identifiant, enfin notre adresse mail,
est présent dans une base de données de hackers, en fait, pour faire simple. Euh, Quand vous mettez vos identifiants, quand vous créez un compte sur n'importe quel site, que ce soit Facebook ou autre, en fait, il s'avère que ces sites se font hacker, se font hacker, et on retrouve les identifiants et les mots de passe. Les identifiants et les mots de passe sont revendus, que j'appelais tout à l'heure le dark web, et le site en question, tu pourras, Sophia, mettre le lien dans la conversation, je pense que ça peut être pertinent. Et en fait, c'est un formulaire où vous mettez votre identifiant, votre adresse mail, il vous dit est-ce qu'il est présent dans une base de données qui a été découverte, qui a été publiée sur le dark web. Donc, pour moi, c'est un outil que je montre aussi, hein, pour le coup. Mais il faut rappeler aux gens, quand ils l'ont, de changer de mot de passe. S'ils ont changé de mot de passe régulièrement et qu'ils le changent assez régulièrement, il n'y a pas de risque. Mais alors, alors, je sais on dit souvent qu'il ne faut pas faire peur, mais il faut aussi ne pas cacher la réalité des choses. Votre mot de passe a été. Moi, je sais que j'ai des adresses mail, hein, dessus, hein, qui ont été divulguées, mais je change mes mots de passe régulièrement. Donc, même s'il a été divulgué, je m'en fous un petit peu, très honnêtement. Voilà. C'est pour ça. Il faut quand même montrer les choses, mais dire, mais quand on change les mots de passe régulièrement, bah, par exemple, on n'est pas concerné. Voilà, et je trouve que c'est un outil qui peut être pas mal justement pour forcer les gens à changer les mots de passe parce qu'on ne voit pas vraiment l'intérêt. Et soyons honnêtes, hein, quand même dans vos entreprises, quand on vous demande de changer les mots de passe tous les 90 jours, ça nous saoule, quoi. On ne comprend pas tellement le sens et tout ça. Et ben, en fait, le sens, c'est que en fait, votre mot de passe, s'il a été découvert, il a été découvert, mais si on le change, on s'en fout complètement, quoi, puisqu'il va changer. D'accord? Et c'est vraiment frustrant, hein, je vois beaucoup d'utilisateurs, qui ne veulent pas changer les mots de passe, disent, oh, mais je ne vais jamais m'en rappeler de tous ces mots de passe. Et je le comprends aussi, mais il y a des outils qui nous permettent de ne pas nous rappeler de 400 mots de passe, quoi. J'aurais une question subsidiaire, si possible. Oui, oui, bah, moi je suis là pour répondre. Est-ce que le coffre de mots de passe de Google est fiable ou pas? Hmm. Alors là, on reste dans un sujet. Moi, je dirais qu'il est fiable. Et en fait, dans le sens où il y a une équipe de recherche derrière. Google, en fait, sur la partie cybersécurité, a toute une équipe de recherche liée vraiment à la cybersécurité. Après, là, c'est un avis qui est personnel. Moi, j'ai tendance à pas confier ma sécurité à n'importe qui. Et Google revend mes données personnelles, ça, je le sais. Donc, je sais pas, après, c'est quelque chose de plus moral. Mais Google Authenticator, c'est comme Microsoft Authenticator aussi, sont des bons outils. Et de toute façon, ils ont cette intelligence de si ils ont été attaqués, euh, j'ai envie de dire, ils vont le dire. Clairement, ils vont l'annoncer. Ils n'ont pas de problème avec ça, eux. Donc, oui, c'est un bon outil. Mieux vaut avoir cet outil-là que rien. Ça marche, merci beaucoup. C'est vrai Ah, que c'est assez intéressant. Je vais passer la parole à la prochaine personne qui a levé la main, mais je trouve intéressant ce que tu relèves, Belkacem. Finalement, c'est vraiment une question bon, c'est des choses qu'on maîtrise pas toujours, mais d'erreurs humaines, de confiance, comme tu disais tout à l'heure, voilà, on donnerait pas la clé de chez nous à quelqu'un. Et donc, du coup, c'est comment réussir à passer ce message aux personnes accompagnées, par quel outil, comme par exemple le gestionnaire de mots de passe. Voilà, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça tourne aussi beaucoup autour de ça, autour le fait qu'on maîtrise pas complètement le numérique. Michael, vous aviez une question? Michael, vous avez baissé la main, visiblement. Bah, du coup, je passe la parole à Paco. non, Pardon, je pense qu'il avait pas Ah pardon, non, ouvert le j'avais. micro. Oui, exactement. Je me suis trompé, j'avais cliqué pour baisser la main au lieu d'activer le micro. Bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon, hein? Donc oui, je disais, une petite réflexion, je me demande si justement une des solutions, ça pourrait pas être déjà entre autres de favoriser la décentralisation des services
et d'arrêter de mettre un petit peu tous ses œufs dans le même panier. Et je pense notamment en fait à un panier auquel on confie peut-être certainement beaucoup trop de choses. Je pense à Google. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'une des réflexions quand on parle de gestionnaire de mot de passe, c'est de se dire est-ce que le gestionnaire de mot de passe de Google est fiable? En fait, ça me dresse les poils sur les bras. Lisa, donc, on s'est déjà rencontré 2-3 fois, qui commence à me connaître, je pense, commence à savoir que j'ai un horreur Google. Et je trouve ça dommage que les conseillers numériques mettent en avant des services comme cela. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas un problème même en interne, en fait, de notre vision, un problème de notre vision de la cybersécurité et de tout ce qu'on est en train de mettre, en fait, de tout ce qu'on est en train tout ce qu'on est en train de construire, en fait, c'est peut-être plutôt une petite bombe à retardement. Et je pense que voilà, ça pourrait peut-être être de notre devoir de mettre en avant des alternatives et pas tout ça. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ce que je... Je vais permettre que je suis assez d'accord avec toi sur le second petit. Après, la réalité, c'est que la plupart d'entre vous, en télémathie numérique, vous devez travailler avec des logiciels, pas forcément les moyens, pas forcément les moyens techniques. Donc, qu'est-ce qui vous reste comme produit hors ceux qui sont proposés gratuitement? Alors que réellement, le gratuit n'existe pas, hein, c'est vous le produit seulement, c'est tout. Et de plus en plus, moi j'ai tendance dans ma vie à utiliser des produits qui ne sont pas forcément Google, notamment pour la sécurité, de manière générale. Mais je peux comprendre que monsieur tout le monde aille sur ces outils-là, par contre. Ça, et, et la question à se poser, c'est ce que c'est votre devoir, mais est-ce que vous avez tous la formation nécessaire, les connaissances adéquates pour aller ce qu'on appelle des logiciels libres? Il y a des initiatives au niveau national là-dessus, hein. Mais quand, alors d'aller plus loin, puis j'allais dans la provocation un peu, Michael, quand on sait que Thales, aujourd'hui, qui est l'entreprise d'armement française, se joint à Google pour créer leur cloud, tu vois, même les entreprises de la défense utilisent Google. Donc, dire après aux individus de ne pas utiliser le produit Google, alors que même la défense aujourd'hui l'utilise, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, vous, dans votre... parce qu'on a un Android, par exemple, on est obligé d'utiliser un compte Google, le Drive qui va avec et tout ça. Et en fait, ça demande des compétences techniques des fois. Et malheureusement, tous les conseillers numériques et les médiateurs numériques ne sont pas accompagnés, ça c'est mon point de vue, c'est mon petit coup de gueule, par des services informatiques qui mettent en place des outils pour justement augmenter le niveau de sécurité des bénéficiaires de manière générale. Voilà, je me permets, Michael, de te répondre. Mais c'est un vrai sujet. Par contre, c'est un vrai sujet, un vrai débat qui mériterait vraiment plus de temps. Oui, je me permets de reprendre la main parce qu'effectivement, là, c'est vrai que c'est super intéressant, Google, les logiciels libres, etc. Je pense que c'est vraiment un débat à part. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, et c'est pour ça que ça pourra être l'objet, je pense, d'une rencontre ou d'une visio à voir, on le note bien précieusement, parce que je pense que c'est aussi comment, voilà, c'est vrai que Google et autres sont des outils qui sont très, très connus du grand public. Et donc, du coup, comment est-ce que vous, en tant que conseiller numérique et plus largement professionnel de la médiation numérique, vous les redirigez et pourquoi et vers d'autres alternatives et pourquoi le faire et leur expliquer voilà les raisons, etc. Mais je pense que du coup, voilà, c'est une bonne interrogation de savoir. Et puis, de toute manière, ce sera petit à petit que, même si, voilà, faut qu'on change nos pratiques, qu'on aille vers une transformation, une évolution, ce sera petit à petit qu'on va se sensibiliser les uns les autres à cette question. Donc, je vous remercie en tout cas, toutes deux, d'avoir soulevé, que ce soit Sophia ou Michael, cette thématique-là. Donc, on la garde bien précieusement. Je vais donner la parole. Je peux rajouter juste vite fait, si possible?
Oui. Juste pour, justement, pour aller dans le sens donc, de Belkacem, je pense qu'il y a eu aussi un souci donc, au sein de la formation des conseillers numériques France Service, donc notamment tout ce qui est formation technique, toutes ces alternatives, toutes ces choses-là. Et c'est un sujet aussi qu'on avait abordé notamment avec Lisa, c'était par rapport aux emails. Je pense que ça fait partie des grosses notions de sécurité et même on est très peu à maîtriser en fait les alias, toutes ces choses-là. Et je pense que les alias, ça peut être une très bonne solution aussi pour se protéger, c'est-à-dire de cloisonner ses adresses email, son identifiant, parce que souvent les personnes s'enregistrent avec une seule adresse email qui est toujours la même. Et dès qu'on commence à maîtriser les alias, donc ça nous permet de cloisonner, mais c'est quelque chose qui est très peu maîtrisé, et même au sein des conseillers numériques France Service. Et je trouve que c'est un gros problème. Et on a du mal à prêcher la bonne parole, entre guillemets, si on comprend rien de ce qui se passe. Voilà, désolé. Non, bah c'est pour ça qu'on est là. Enfin, on essaye en tout cas d'organiser ce genre de rencontres et de visio. Je passe la parole à Pacôme qui a levé la main depuis, qui était en 3e position après Michael. Comme je pense qu'il faut que tu ouvres le micro. Ouais, on n'entend pas on vous entend pas, Pacôme. Pourtant, je vois que le micro est ouvert. Ouais. Bah, si vous voulez taper la question dans le chat. Ouais, ça marche. On va se parler par le chat. En attendant que Pacôme écrive sa question, Sophia, vous vouliez réagir? Alors oui, c'était par rapport au GAFAM et à tout ce beau bazar, en fait. Certes, c'est pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas m'éterniser sur le débat, mais sinon, je peux vous présenter un outil qui est assez sympa, qui s'appelle Alternative To. Je vous mets le lien. Qui permet en fait de trouver des alternatives plus ou moins libres de droit, tout ça selon ses préférences. Donc ça peut être des alternatives gratuites, ça peut être des alternatives payantes, mais donc du coup ça permet d'avoir des alternatives justement par exemple à Google Authenticator ou à Google Gmail, tout ça. Donc ça peut être très bien pour des sites web comme pour des logiciels. Super, merci beaucoup pour ce partage. On le garde aussi bien précieusement. Pacôme, est-ce que vous avez réussi à retrouver votre micro pour écrire votre question? Bon, c'est pas grave si on pourra éventuellement s'appeler ou bien pour essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions et qui souhaiteraient les poser et profiter de nos intervenants? Je ne sais pas si Christophe est toujours là, parce qu'il m'avait dit qu'il devait quitter un petit peu plus tôt la réunion. Voilà, sur l'accompagnement des usagers, sur d'autres bonnes pratiques éventuellement sur lesquelles vous vous interrogez. Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment de poser ces questions. Oui, je suis encore présent, merci Amandine. J'attends un appel téléphonique important, donc, mais ça ne saurait tarder, mais n'hésitez pas, je vais bientôt m'éclipser. S'il y a des questions sur voilà, l'accompagnement des éventuelles victimes, je peux y répondre. Bah, donc j'ai arrêté de partager mon écran, mais on vous le renverra avec toutes les ressources qu'on connaît et dont on a la connaissance, on les remettra toutes dans la présentation. Il y a notamment beaucoup de reportages et de documentaires qui ont été faits par Arte, qui sont assez intéressants sur tout ce qui est cybermalveillance. Donc j'ai remis les liens, voilà, et puis quelques ressources, les dispositifs qui existent sur cybermalveillance, cybersécurité.
Donc voilà, aujourd'hui, on n'avait pas vocation à faire voilà, une liste à la Prévert, quelque chose de très exhaustif sur tout ce qui existe, mais vraiment plus voilà, avoir une discussion autour de cybersécurité, cybermalveillance et d'être alerté aussi sur voilà, le fait que c'est aussi beaucoup une question humaine, relationnelle, comme a parlé Belkacem. Et donc, on vous remet tout ça dans le PowerPoint. Il y aura, déjà, je vois qu'il y a des choses dans la conversation que je ne veux pas louper. Alors, donc Pacôme, vous avez réussi à formuler peut-être la question. Donc, nous faisons le constat de soucis de sécurité par manque de connaissances. Pourquoi pousser les usagers à l'usage de l'informatique? Beaucoup viennent en atelier par peur d'avoir besoin de l'informatique. Quelles solutions sont mises en place pour faire remonter ces soucis auprès des acteurs sociaux qui numérisent l'ensemble des démarches? Donc, tout à fait. Bah, là, je veux bien répondre parce que je connais. Effectivement, la dématérialisation à 100%, elle est très compliquée. Elle rend très compliqué aussi le travail des travailleurs sociaux dans leur quotidien sur comment répondre aux personnes et aux bénéficiaires qui viennent les voir. C'est quelque chose que nous, on constate au sein du hub quand on va interroger les professionnels, notamment en QPV. Donc, je sais, il n'y a pas que les QPV, mais on fait un travail sur les QPV et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec différents professionnels des travailleurs sociaux qui l'ont vécu vraiment comme une énorme vague, en fait, cette dématérialisation des administrations. Sachez qu'il y a un outil c'est le mince, j'ai oublié un outil en fait qui permet de connaître sur le territoire, de diagnostic de territoire, sur justement les difficultés que peuvent avoir les bénéficiaires sur la dématérialisation mise en place par les collectivités. C'est pas très clair, mais je vous le remettrai également dans le PowerPoint. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, c'est pas quelque chose qui a vocation à aider, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a vocation à faire prendre conscience aux collectivités que elles ont des bénéficiaires qui sont en grande difficulté due à la dématérialisation. Donc, il y a des rapports, de nombreux rapports et de plus en plus qui invitent les collectivités et l'administration à garder toujours un accueil physique et qui soit pas, que ça passe tout par la dématérialisation, pardon. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vivement recommandé. Nous, dans nos travaux sur QPV, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message. Voilà, pour cette question, je ne sais pas si Belkacem et Christophe, vous voulez compléter par d'autres choses. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a les pouvoirs publics prennent conscience. Après, la transformation numérique de la société est à l'œuvre, hein, que ce soit les entreprises privées qui poussent dans ce sens ou les administrations. C'est un fait. Il y a la cartographie des lieux de médiation numérique aussi qui existe, qui permet d'orienter éventuellement les bénéficiaires vers différents lieux de médiation numérique de proximité pour essayer d'accompagner ces usagers. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un contact physique, un point d'accueil physique, c'est quand même bien aussi de le maintenir, ne serait-ce que sur certains sites internet aussi, d'avoir toujours un numéro de téléphone à appeler et de ne pas toujours devoir en venir à remplir un formulaire. L'accessibilité, elle se pense aussi en termes numériques, effectivement. D'avoir plusieurs portes d'entrée, en tout cas, pour contacter un service, je pense que c'est important, et pas une porte unique, plusieurs portes d'entrée, effectivement. Bon, c'est mon point de vue. Mais... Et puis, du coup, en relisant la question aussi, pendant que tu répondais, Christophe, c'est vrai que sur le côté pourquoi, donc là, c'est pareil, on rentre dans encore d'autres débats très intéressants, mais pourquoi pousser les usagers à l'usage de l'informatique? C'est vrai que là, on le perçoit comme une obligation au vu des démarches qui sont entièrement dématérialisées. Moi, ce que j'ai découvert, en tout cas, pendant mon expérience là, au sein du hub, et à l'occasion de toutes les rencontres que j'ai faites, c'est que tout le côté médiation numérique, et si je me trompe pas, Pacôme, vous en faites à Yvetot, c'est bien ça. Et tout le côté médiation numérique qui invite les personnes à voir l'informatique autrement, d'une autre manière, sous une autre lumière.
Et je trouve que c'est vrai qu'on essaie de répondre à ce problème de dématérialisation constante, du besoin des personnes de s'adapter au mouvement de la société. Mais tout ce qui est médiation numérique, je trouve ça très intéressant parce que ça leur permet vraiment d'avoir une autre approche du numérique et de trouver une autonomie aussi qui est assez complémentaire avec le travail que vous faites comme conseiller numérique. Voilà, donc je, je pense qu'on va arriver au terme de cette vidéo. Il reste 3 minutes si on va être vraiment parfaitement dans les temps. Déjà, je voudrais remercier Belkacem et Christophe pour être intervenus aujourd'hui auprès de vous tous. Je voudrais rappeler les prochaines dates d'animation qu'on prévoit au sein de NUMI. Donc, en ce qui est de la prochaine, pour la prochaine visio info NUMI, donc elle sera le 6 novembre sur les aides et le matériel reconditionné. Donc voilà, on vous fera suivre un lien d'inscription dans le mail récapitulatif sur cette visio-là. Donc vous l'aurez très vite. Sur les rencontres en présentiel, donc il y a une rencontre le 26 octobre à Saint-Lô pour les conseillers numériques de la Manche avec Lisa. Le 10 novembre à Petit-Queville, c'est pareil, je vais faire une rencontre le matin avec les conseillers numériques et l'après-midi ouvert à tous les professionnels de la médiation numérique, donc plus largement. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas conseiller numérique, vous pouvez aussi venir l'après-midi, c'est ouvert à tous. Le 13 novembre, au Dôme à Caen, il y aura aussi une rencontre pour une formation sur le jeu Ocytocine qui porte sur l'ouverture à l'esprit critique par rapport à toutes les informations qu'on peut avoir au sein des réseaux sociaux. Donc, c'est notre collègue du Dôme, Timothée, qui fait cette formation et qui a conçu le jeu, qui est vraiment super. Donc, je recommande d'y aller. Donc, le 13 novembre au Dôme. Ou Juste 13 Amandine, décembre, Lisa. c'est le 13 décembre, ouais. Ok, excusez-moi, 13 décembre au Dôme, autant C'est pour pas moi, tout de merci. suite. Ouais, Et c'est donc, pas je tout de reviens du suite, coup le mais- 17 novembre. Il y aura aussi une rencontre à Lillebonne. Donc, pareil, sur le même format, le matin, rencontre conseiller numérique et l'après-midi, plutôt ouvert à tous les professionnels de la médiation. Donc, voilà, je vais sur ce vous laisser. Vous souhaiter à tous un bon appétit. Encore merci à nos deux intervenants. Et puis, à très bientôt à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.